Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce conseil municipal. Donc, il est 18h04, la séance est ouverte. Je passe immédiatement à l'appel. Luc Gérec, présent. Véronique Perrusso. Philippe Rago. Marlène Chavez dos Santos. Jacques Ferrari. Présent. Stéphanie Brenier. Jean-Marc Deluz. Présent. Florence Rennes. Présent. Pascal Raffa est excusé, il donne pouvoir à monsieur Philippe Rago. Evelyne Capelli. Philippe Levieux. Présent. Corinne Tondy. Présent. Rui Henriquez. Muriel Moine, excusé, donne pouvoir à Florence Rennes. Nicolas Koenig. Présent. Johanna Goulin. Aline Poirel, pardon. Elle arrive, elle a un tout petit peu de retard. Anne-Sophie Lehmann est excusée, elle me donne pouvoir. Arlette Jaworski donc, est présente. Elle m'a remis un pouvoir parce qu'elle a un impératif qui l'oblige à quitter la séance prématurément. Donc à partir de ce moment-là, le pouvoir sera donné à monsieur Thierry Danet. Jean-Marie Henriot, Alain Henry, Thierry Danet, Pascal Milot. D'accord, très bien. Je voudrais, si vous le permettez, souhaiter la bienvenue à deux jeunes membres du conseil municipal jeunes, donc Agathe Touvenot d'une part et Luna dos Santos d'autre part, qui représentent le conseil municipal jeune. Je leur souhaite la bienvenue. Je reprends le cours. Donc, il nous appartient maintenant de nommer un ou une secrétaire. Je vous propose, comme d'habitude, Madame Marlène dos Santos, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pas d'observation. Très bien. Je vais également vous demander une autorisation pour modifier l'ordre du jour. Parce que nous avons parmi nous donc les deux conseillers municipaux jeunes que je vous ai présentés et qui ont des impératifs horaires. Et donc, je vous propose de passer, si vous en êtes d'accord, les rapports 10 et 11 dès le début de la séance. Mais je pense que tu vas... Voilà, donc... Aline Poirel est en retard, c'est Madame dos Santos qui va le présenter, en tout cas déjà le rapport numéro 10 qui concerne la prolongation du mandat de ces jeunes conseillers municipaux. Un micro. Ok. Par délibération du 10 décembre 2020, le Conseil municipal a décidé la création du Conseil municipal des jeunes suite à une volonté politique forte exprimée par la municipalité de donner la parole aux jeunes et de les faire participer à la vie active et citoyenne de la collectivité. Pour rappel, cette instance est composée de 23 membres, élèves de CM1, CM2, 6e, 5e, scolarisés à Contrexéville. Les jeunes conseillers ont été élus pour 2 ans après élections organisées dans les établissements scolaires de la commune en février 2021. Compte tenu des projets portés actuellement en cours par cette instance et des délais de mise en œuvre qui ont pu être allongés du fait du contexte sanitaire, considérant qu'il est souhaitable que les jeunes élus puissent voir aboutir les actions qu'ils ont initiées et qui vont être validées par le conseil municipal, il est proposé au conseil municipal de prolonger la durée de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, non, mais c'est très bien, les jeunes s'impliquent, certains sont présents, c'est comme ça vous voyez vraiment comment ça se passe en vrai. Mais moi je suis un peu surpris quand même, parce qu'il y a un règlement, le règlement il est clair, il dit qu'ils sont élus pour 2 ans, il n'y a pas de possibilité de rallonger dans ce règlement. Donc là, vous délibérez, vous ne modifiez donc, même pas le règlement, vous instaurez, voilà, vous prolongez donc d'1 an. Moi je pense que ce n'est pas permis par le règlement, et puis d'autre part, vous donnez quand même une drôle d'image de la démocratie aux jeunes. On s'engage, il y a un mandat qui dure 2 ans, et bien à la fin du mandat, on refait des élections. Si on est toujours intéressé, on se représente. Si on en a marre, on arrête. Oui. Si on est bloqué par la limite d'âge, parce qu'il y a les 6e et les 5e, et ben ça fera de la place pour les autres. Enfin, je trouve que un conseil des jeunes, c'est aussi pour leur apprendre la citoyenneté, etc., ou leur donner un exemple assez étonnant de la démocratie. D'accord.
Oui, moi je voulais simplement regretter de ne pas être absolument pas au courant de ce qui s'est passé au Conseil des jeunes. On ne sait pas quelles ont été leurs idées, quelles ont été leurs propositions. On n'a été absolument pas tenu au courant de tout ce qui se passait. Et je le regrette parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et on aurait peut-être aussi des idées à porter. On pourrait aussi de temps en temps être invité à un des conseils. Voilà. Alors la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on présente un point et qu'on en échange et qu'on en débat. Alors par rapport effectivement à cette proposition donc de la prolongation du mandat, c'est pour une raison simple, c'est simplement que les projets, notamment le City Park, a été donc engagé par ces jeunes et certains ont été élus en 5e, c'est-à-dire que même s'ils le souhaitent, ils ne pourront pas se représenter. C'était bien pour ne pas leur amener, on va dire, de la frustration, sachant qu'ils ont été élus à un moment un peu particulier par rapport à la situation et à la crise sanitaire et qui n'ont pas pu faire leur projet comme ils l'ont voulu. Donc c'était surtout pour pouvoir leur permettre de mener à bien des projets. Et on voit bien qu'effectivement, par rapport à ces jeunes qui, pour la plupart, sont très impliqués, le fait d'être dans le faire, d'être dans l'action et de voir des projets qui se concrétisent est quand même plus facile pour eux. Donc c'est une proposition et qui émane des jeunes. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui nous ont fait la demande de pouvoir prolonger leur mandat puisqu'ils n'avaient pas été au bout de certains projets et que ça les tenait à cœur, notamment au niveau du City Park. Donc d'où effectivement cette proposition. Quant effectivement au projet, alors je pense que les conseillers jeunes font plein d'actions, ils participent à plein de choses. Pas plus tard que cet après-midi, ils ont participé en partenariat avec le CCS et les activités du périscolaire à la distribution des colis donc, à nos aînés. Ils sont très impliqués, ils participent à la vie effectivement citoyenne de Contrex. Donc voilà, je pense qu'Aline, alors elle n'est pas là, donc j'apporte des éléments de réponse, mais je pense qu'elle elle pourra compléter mes propos, et je pense que monsieur le maire va les compléter, mais ils sont très impliqués, et je veux dire, voilà, on en parle, alors effectivement, il n'y a pas eu de commission particulière, parce qu'il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de commission du Conseil jeune, et qu'effectivement, il y a des réunions du Conseil jeune. Après, madame Jaworski, si un jour vous voulez y participer, mais la porte n'est pas fermée, loin de là. Vous connaissez leur projet puisqu'on en parle régulièrement. On a fait passer des demandes de subvention, notamment concernant le City Park, et on va en passer une autre. On parle régulièrement du Conseil jeune. On partage des publications Facebook sur leurs actions, sur ce qu'ils font. Enfin, je ne pense pas que ce soit une grande découverte. Sur le magazine, on a présenté des conseillers jeunes. Enfin, je ne pense pas que ce soit une grande découverte aujourd'hui de découvrir ce qu'est un conseiller jeune. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est. Il y a peut-être la possibilité aussi, comme de faire une commission au niveau du projet qui soit plus participative et plus ouverte à d'autres jeunes, que les conseillers invitent d'autres jeunes intéressés, quelque chose de plus ouvert que simplement ceux qui sont élus. C'est peut-être possible aussi, ça permettrait de prolonger le travail qui a été engagé. Pour la plupart, ils le font, hein, puisqu'ils sont, c'est des élus représentatifs, donc ils participent et ils élaborent beaucoup leurs projets, notamment au niveau du collège, où ils discutent. Et le projet, notamment de City Park, c'est pas un projet qui vient simplement de 23 jeunes. C'était quand ils ont été élus, ils ont recueilli auprès de l'ensemble de leurs pairs, notamment au collège et à la primaire, leurs projets, ce qu'ils voulaient voir aboutir. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place. Donc effectivement, la communication auprès des autres jeunes, elle est faite pour le coup. Voilà, je crois que le principal point qui motive en tout cas cette proposition, c'est la période Covid que nous avons vécue et qui a vraiment freiné le développement en tout cas de ce conseil municipal jeune, même si dès que ça a été possible, ce conseil municipal jeune a été très moteur, très force de proposition et avec beaucoup de maturité, ça je l'ai déjà dit et je les en remercie parce que le travail qui a été réalisé était de qualité, avec une vision de l'avenir aussi, et c'est plutôt rassurant en tout cas pour les élus que nous sommes d'avoir évidemment les forces vives futures qui s'intéressent à la question de la chose publique. Oui. Aline, on vient de présenter le rapport numéro 10 et donc on avait quelques questions mais auxquelles Marlène a répondu. Donc je ne sais pas si tu voulais
c'est ça. Micro. Oui, donc à la base, les jeunes conseillers sont élus pour 2 ans. Compte tenu des projets en cours et du contexte sanitaire qu'on ne pouvait pas forcément anticiper dans ses conséquences au moment de la mise en place du CMJ, on a décidé, oui, en effet, de prolonger d'1 an avec pour objectif de mener à terme des projets qui sont complètement en cours. Voilà. Je pense notamment au projet qu'on va parler juste après, la mise en place des espaces sans tabac, ou également le City Stade, où les demandes de subventions sont en cours. Comme vous le savez, ça prend du temps et il nous manque un peu de temps. Donc voilà ce que je pouvais préciser. Très bien, merci. D'autres interventions? On remet Monsieur pas Danet, en cause donc l'implication des jeunes, c'est très bien, hein, mais c'est, comme je réexplique, puisque vous êtes un peu responsable, c'est une drôle d'image de la démocratie. Il y a un mandat, on est élu pour un mandat. Il y a toujours des projets qu'on mène à bout, d'autres qu'on mène pas à terme. Et ben quand les élections arrivent, on se représente et on recommence. Là, je pense que vous ne leur montrez pas le bon exemple. Après, j'ai noté aussi, j'ai noté aussi que donc, le City Stade sera fait en 2023. Non, alors... Parce que, non, mais je crois que c'est le projet qu'ils ont surtout à cœur de terminer. On prolonge d'1 an pour ça. Donc, je note qu'on aura au budget le City Stade en 2023. Cela, je pense qu'aussi, on pourra donc en rediscuter. Parce que les finances, on en parlera après, les choses ont changé, il y a des priorités. Alors donc ce dossier-là sera prioritaire. Non, le City Stade actuellement... c'est la raison de prolonger le mandat. Non, pas que ça, comme je vous le disais... C'est quand même un peu bancal, votre truc. Alors je vais repréciser le cadre. Certes, les jeunes conseillers ont été élus pour 2 ans. Alors après, je pense quand même qu'on peut différencier un élu, une élection... Non, on peut pas. Je pense qu'il y a quand même une marge d'appréciation compte tenu quand même du contexte dans lequel ils ont été élus. J'aurais pas demandé une prolongation s'il n'y avait pas eu un contexte sanitaire. Et je pense que les jeunes conseillères qui sont derrière moi savent à quel point c'est quand même difficile de mener à bien des projets. Maintenant, sur la prolongation, c'est pas uniquement pour le City Stade. Il y a d'autres projets. Je termine. Merci. Notamment, comme je le disais, la mise en place des espaces sans tabac. Les jeunes ont à cœur aussi encore de participer et d'améliorer leur participation aux cérémonies commémoratives. Enfin, il y a plein d'autres projets auxquels d'ailleurs vous êtes invités. Ça là-dessus, je renouvelle mon invitation de l'ensemble des élus. Concernant le City, à l'heure actuelle, les demandes de subventions sont en cours. Et la mise à jour des devis des entreprises qui doivent intervenir sur la partie technique est actuellement aussi en cours. Encore une fois, vu le contexte qu'on est tous, vu le coût des matériaux et quand même la complexité du dossier, à cette heure-ci, je ne peux pas dire si le projet va aller au bout. Voilà, c'est... Bien, merci Madame Poirel. La parole est à Madame Véronique Perrusso. J'entends bien les remarques de Thierry, mais je voudrais juste dire quand même que c'est arrivé à l'échelon municipal qu'on fasse un mandat de 6 ans et rallongé d'1 année. Ça n'a pas posé de problème à personne. Voilà, donc ça a été fait. C'est une décision quand même qui arrivait du gouvernement. Hein. On est d'accord, mais pas donc, du local. Hein. Donc là, j'espère que vous ne ferez pas pareil vous en 2026. Notre conseil municipal est régi par le local. Donc je précise, il aurait fait un règlement, il aurait pu être modifié en cours de route, par exemple. Déjà. Non, mais après, il y a un contexte sanitaire qui fait qu'on vous fait cette proposition. Libre à vous de ne pas l'accepter. Et je rappelle que ça a été fait à l'échelon municipal. On a fait un mandat de 7 ans. Voilà, donc ça peut arriver aussi. Et je pense à ça, mais ça m'est revenu après, par rapport effectivement à cette rencontre avec les conseillers jeunes. Je rappelle qu'à chaque fois qu'ils font une manifestation, notamment sur la journée de l'environnement, où tout le conseil municipal était invité à venir, très peu de personnes étaient présentes. Donc ceux qui auraient voulu venir pouvaient venir à la rencontre des jeunes sur un temps informel pour participer à une manifestation. Donc voilà, je ne peux pas laisser dire que le conseil municipal n'invite jamais. C'était juste une précision qui m'est venue après. Très bien. Bon, je pense que tout le monde s'est exprimé. Eh bien, je vais passer... de toute façon... Oui, donc je vais passer au vote. Donc, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5.
Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 11, la parole est à Madame Aline Poirel. Alors, mise en place d'espaces sans tabac, convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer. Le décret instaurant l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeu est paru le 30 juin 2016 au journal officiel pour être repris ensuite dans la loi par l'article R 3512-2 du Code de la santé publique. Annoncé dans le cadre du plan national de réduction du tabagisme, il a pour objectif de protéger les jeunes de l'entrée dans le tabagisme. La Ligue encourage et accompagne la création d'espaces extérieurs sans tabac en décernant un label aux villes qui s'engagent dans cette voie. Lancé par la Ligue contre le cancer en 2012, le label Espace sans tabac a pour vocation de proposer, en partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en place d'espaces publics extérieurs sans tabac. À ce jour, les comités de la Ligue contre le cancer ont labellisé plus de 5000 espaces sans tabac dans de nombreuses villes, réparties dans 66 départements. Dans les Vosges, plusieurs collectivités se sont déjà engagées dans la démarche, comme Cornimont, Remiremont, Vanier, Raon-l'Étape, etc., en collaboration avec le Comité des Vosges et avec le soutien de l'Agence régionale de santé. Les élus du Conseil municipal des jeunes ont souhaité réfléchir à la mise en place d'espaces sans tabac labellisés en ciblant les abords des 2 établissements scolaires, maternels et primaires, fréquentés par plus de 300 enfants. Des périmètres incluant les espaces de stationnement ont été définis, voire documents en annexe. La matérialisation de ces espaces est prévue par des panneaux spécifiques cofinancés par la commune et la Ligue. Sur le plan administratif, un arrêté municipal explicitera la décision d'interdiction de fumer dans les espaces désignés. Sur proposition du Conseil municipal des jeunes, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer pour la création d'espaces sans tabac aux abords de l'école maternelle et du groupe scolaire Stanislas Lesinski et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant de signer la convention de partenariat avec le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer selon les dispositions présentées dans le document joint en annexe. Alors, juste 2 petites précisions. Donc les équipements qui seront prévus pour ces espaces sans tabac, c'est par erreur qu'on a indiqué dans la délibération qu'ils sont cofinancés par la Ligue. C'est nous qui les supportons en entier. Alors après, on parle je pense 2 à 3 panneaux par site. Et puis, c'était quoi que je voulais préciser également aussi sur les périmètres du coup qui vous ont été donnés en annexe, c'est des périmètres qui sont prévisionnels. On est en train de les peaufiner entre guillemets avec les groupes scolaires qui sont à même de nous dire s'il faut développer ou pas ces périmètres. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Il n'y en a pas, donc je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Moi, je voudrais bien sûr remercier Agathe et Luna d'être présentes, et puis je vais leur demander aussi de transmettre à leurs collègues, si vous le permettez, les félicitations du conseil municipal pour le travail qui a été réalisé. Merci, mesdemoiselles. Bien, je reprends l'ordre du jour avec le rapport numéro 1, décision modificative numéro 2, budget principal. La parole est à monsieur Jean-Marc Deluse. Donc, compte tenu de l'état d'avancement des opérations budgétaires du budget principal 2022, monsieur le maire propose de procéder à des réajustements de crédit pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement. Il propose donc au conseil municipal la décision modificative numéro 2 qui lui demande d'approuver après avis favorable de la commission finances réunie le 28 novembre 2022. Donc on va passer en revue la section de fonctionnement et d'investissement. Ce que je vous propose, c'est de balayer déjà tout ce qui est recettes. On fait, si vous avez des questions, on les posera une fois cette revue faite. Et puis on votera après chaque point. OK ? Donc au niveau de la section de fonctionnement, en recettes, chapitre 73, impôts et taxes, taxes sur les surfaces commerciales, donc en décision modificative numéro 2, 20 000 €. Sur le produit des jeux du casino, 50 000 €. En chapitre 13, atténuation des charges, remboursement sur rémunération du personnel, 14 570 €. Opération d'ordre entre sections, chapitre 042, production immobilisée pour moins 16 200, ce qui donne un total des recettes de fonctionnement de 68 370 €.
Donc au niveau de ces recettes, y a-t-il des questions ou des remarques? Non, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Au niveau des dépenses, donc chapitre 11, charges à caractère général. Donc pour la fourniture de gaz, décision modificative numéro 2, 148 515 €. C'est-à-dire qu'on avait budgété en début d'année 300 000 € à peu près de gaz, et avec tout ce qui se passe et tout ce qui nous arrive cette année, donc il faut rajouter pas loin de 150 000 €, ce qui nous donne un crédit ouvert de 450 000 € pour le gaz cette année. L'alimentation, 10 000 €. Les produits d'entretien, 5 000 €. Les travaux en régie, moins 9 000 €. L'entretien de voirie, moins 24 000 €. Les honoraires, 24 000 €. Le chapitre 14, atténuation des produits, donc ça c'est la caisse de péréquation, moins 14 000 €. Les charges exceptionnelles, titres annulés, 82 060 €. Et les opérations d'ordre de section à section, 8 000 €. Soit un virement à la section d'investissement de moins 162 205 €. Alors, au niveau de toutes ces charges, y a-t-il des remarques? Y a-t-il... Non. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, maintenant, on va passer à l'investissement. Donc, au niveau de l'investissement, en recettes, donc on retrouve le virement de la section de fonctionnement pour moins 162 205 €. Les subventions d'équipement pour plus 17 505 €, les opérations d'ordre de section à section pour 8 000 et les opérations patrimoniales pour 60 000, soit un total des recettes d'investissement de moins 76 700. Des remarques ou des questions sur ces recettes en investissement? Ok, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Au niveau donc des dépenses en investissement, au niveau donc de l'article 20, immobilisation incorporelle, 27 000 €. 21, immobilisation corporelle, moins 52 960. Immobilisation en cours, moins 77 540. Au niveau donc après du chapitre 40, le 21, production immobilisée, moins 16 200. Opération 50, travaux patrimoine thermal, moins 67 000. Opération 52, travaux de réfection du pont de la gare, 100 000 €. Et au niveau de l'opération 54, travaux programmation voirie, moins 54 000 €, 50 000 €, pardon. Et le chapitre 040, opération patrimoniale, pour 60 000, soit aussi un total des dépenses d'investissement de moins 76 700. Y a-t-il des questions ou des remarques sur toutes ces dépenses? Il y aurait une remarque. Bon, comme on l'a vu en commission des finances, hein, voilà, on ne va pas tout reprendre. Bon, on comprend bien, donc il y a plus de frais au niveau énergie, donc il faut forcément retirer des investissements. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont reportées, voire annulées, on verra plus tard. Mais... Oui, il y a plus de frais, mais tu as vu aussi qu'au niveau du pont de la gare, quand on a ouvert les plis, c'était bien supérieur à ce qu'on avait prévu au départ, quoi. Oui, voilà. Bon. Donc tout ça fait que... Voilà, il y a des opérations qui sont retirées. Mais il y en a une qui aurait pu être faite quand même, parce que ce n'est pas qu'une question de finances. Hein. Donc je voudrais revenir, on en a parlé en commission, mais sur le récupérateur d'eau de pluie, parce que ça nous semble important. Moi, 38 000 €, on les a, hein, puisqu'il y a des opérations là, qui sont notées au terme, qui ne seront pas faites, je pense qu'on les a. Donc ce n'est pas une question de finances. Si j'ai bien compris, ça a été reporté parce qu'il y a un nouveau projet, c'est ça? C'est tout à fait ça. Je me rappelle, on m'a dit... Donc plus important sur les mieux conçu. Celui-là, pourtant, il avait été présenté comme assez abouti, il y avait des subventions, je crois même qu'elles étaient accordées, je ne sais plus. Alors, c'est quoi le futur projet qui sera fait l'an prochain? Parce que pour nous, ça nous semble quand même vraiment primordial, on l'a dit. Hein. Ce sont des investissements qui permettent de faire des économies. Là, on va perdre une année, hein, puisqu'on va arroser l'an prochain encore avec l'eau du réseau. Donc, je voudrais savoir ce qui justifie ce retard. Il ne sera pas en service. Alors, ce que je vais faire... Ce que j'ai compris, c'est qu'il ne serait pas... Parce que l'eau, on la remplit en ce moment. Voilà, moi, je m'occupe des parties finances. Oui, c'est vraiment de la technique. Je vais laisser Johanna répondre à ce sujet. Madame Goulin, s'il vous plaît. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc on a souhaité un petit peu approfondir le sujet, c'est-à-dire pas simplement mettre un récupérateur sur une des toitures des ateliers, mais bel et bien prendre l'ensemble des toitures et redistribuer. Donc sur différents points, donc ce qui nécessite un devis, certes, qui n'a pas été là tout de suite dans l'instant, mais qui ont souhaité le développer. Pour la bonne et simple raison qu'on souhaite récupérer plus. On ne souhaite pas faire divers points comme c'était prévu initialement. On s'est rendu compte qu'au niveau du calcul des
potentiel en fait, de récupération sur les toitures. On pouvait avoir plus en termes de récupération et mobiliser notamment pour des arrosages sur des surfaces plus importantes et tout ce qui est espace vert, notamment également au niveau des serres. Donc c'est un projet qui est bel et bien encore dans nos esprits qui va se réaliser, mais effectivement on ne l'a pas mis en place du fait qu'on voulait l'approfondir. Autre point, vous savez aussi bien que moi que la saisonnalité des pluies a changé, donc on a encore la possibilité de récupérer de l'eau en début d'année. Donc, à cette heure-ci, on a jusqu'au printemps. La saisonnalité, vous ne pouvez pas dire le contraire, au niveau du printemps est encore une possibilité. Même si on n'a pas l'intégralité des cuves qui est remplie, on pourra toujours avoir un potentiel de récupération d'eau. Donc ça, c'est une première chose. Et on a voulu également souhaiter penser ce projet en termes de globalité parce qu'on est attendu sur des questions d'économie d'eau à une échelle un peu plus vaste. Et donc, on voulait... C'est une première amorce, en fait. Parce qu'on a aussi une question de volume de consommation qui doit être approfondie, notamment pour écrire le CTEC et les notions de récupération d'eau. Donc voilà. Donc à cette heure-ci, on est bien en phase et on est bien en train de travailler sur le projet. Donc cette fois-ci, il y aura bien une redistribution sur les toilettes et à l'intérieur, ou ça serait uniquement pour l'arrosage des serres? Pour le moment, on est uniquement sur l'arrosage et sur les... On étudie pour que de toute façon, on remplace l'intégralité des tonnes à eau avec de l'eau de récupération. Oui, parce que la technologie n'est quand même pas... c'est quand même pas très compliqué, un récupérateur d'eau. Hein. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la complexité, c'est l'âge des bâtiments et l'adaptabilité. C'est toujours le problème. On a des bâtiments, quel que soit l'endroit dans Contrexéville, des bâtiments qui ont été faits il y a quelques années, il y a même de nombreuses années. Donc l'adaptabilité, voilà, ça s'étudie. On peut pas mettre on peut mettre un récupérateur d'eau sur avec des redistributions sur du réseau dans un bâtiment récent, c'est pas aussi facile sur des bâtiments qui ont déjà de l'âge. D'accord, mais même pour les serres, c'est beaucoup plus simple. Oui, et on a récupéré, en fait, il y a des systèmes. Alors, c'est très particulier aux ateliers municipaux pour avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a souhaité approfondir, parce que les circuits de distribution d'eau au niveau des ateliers municipaux ne sont pas. Enfin, je veux dire, c'est pas deux conduites et basta. Il y a des vannes, il y a des choses comme ça, et c'est pour ça qu'on a souhaité solliciter des gens aptes à faire les devis, parce que c'est pas si simple qu'on l'imagine. Enfin, je veux dire, on n'injecte pas de l'eau dans des vannes, on ouvre et c'est terminé. Sinon, de toute façon, on doit faire 2 circuits indépendants et en aucun cas mélanger les 2 circuits. Ah, mais je sais, Madame Javorski, je vous rassure. Non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est un circuit complètement neuf qu'il faut construire. Oui, parce que surtout qu'aux ateliers, vous avez un compteur pour la prairie qui est à côté. Je suis d'accord avec vous, monsieur Henriot. Mais les équipes savent très bien gérer. Non, par contre, c'est moi qui l'ai posé. Oui, non, mais il y a des gens très compétents qui savent faire aussi. Donc, mais je vous dis, il y a un compteur. Donc, si on fait de l'eau pour les serres, je suis le premier à dire oui. Mais par contre, il faudra quand même qu'il y ait une conduite qui alimente le terrain qui est à côté. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes techniques. Non, après, on est dans le technique, on aura l'occasion d'en discuter. Je ne vais pas rentrer dedans, mais simplement, les économies d'eau doivent être prioritaires maintenant. C'est simplement ce qu'on veut dire. Et on voit que ce projet se reporte d'année en année. De toute façon, il n'y aura pas que... Alors qu'il y a une priorité. Il n'y a pas que l'eau. Hein. Il y a l'eau et l'énergie. Le gaz, tout ce qui est énergie. L'eau et l'énergie. Voilà, c'est dommage d'avoir été mis au pied du mur pour enfin prendre des décisions. Quoi. Ok, donc plus de remarques? Non. Donc au niveau de ce budget, au niveau des dépenses d'investissement, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Passons au point numéro 2. Absolument. La parole est à monsieur Jean-Marc Deluz. Je regarde le micro. Donc, point numéro 2, budget annexe au lotissement Vidal-Madjar, dissolution au 31 décembre 2022. Donc, le conseil municipal est informé que la dernière parcelle du lotissement Vidal-Madjar a été vendue le 8 février 2022 à monsieur et madame Garon. Il est rappelé que le conseil municipal, par délibération du 10 juin 2010, avait décidé la création du lotissement dit Vidal-Madjar sur le terrain communal situé lieu dit Le Plancard. Ce lotissement est composé de 8 lots pour une surface cessible de 4 585 mètres carrés. Le prix de vente des parcelles fixé à 28 € TTC le mètre carré, hormis 2 parcelles vendues à un prix inférieur en 2015, 22 € le mètre carré TTC, et en 2019, 16 € le mètre carré TTC, du fait de travaux supplémentaires nécessaires par la configuration du terrain.
Les dépenses acquisition foncière plus travaux se sont élevées à 54 360,64 € et les recettes vente de terrain à 104 832,38 €, d'où un solde positif de 50 030,83 € enregistré par la commune suite à la réalisation de ce lotissement. Les opérations afférentes au budget annexe lotissement Vidal-Madjar étant définitivement closes, après contrôle de Madame Johanna Voll, receveur municipal, vu l'avis favorable de la commission des finances réunie le 28 novembre 2022, il est proposé au conseil municipal de décider la dissolution de ce budget au 31 décembre 2022. Donc bah voilà, c'est ce qui arrive, on va dire, à chaque budget annexe qui est créé justement, entre autres pour du lotissement. On crée un budget annexe qui meurt de sa belle mort une fois que tout est payé et encaissé. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de remarque sur ce sujet. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Très bien. Le rapport suivant est le rapport qui concerne les frais de scolarité avec une modification du calcul. Pardon, je crois que je vais trop vite. Je vais trop vite. Rapport numéro 3, c'est le tourisme avec la SPL Destination Vitelle. Et la parole est à Madame Véronique Perrusso. Donc, je rappelle que ce point est dans la continuité des différentes délibérations qui ont été prises précédemment. Donc, je ne vais pas vous relire tout l'historique qui a été rappelé dans la délibération. Je vais juste rappeler que par délibération du 8 décembre 2021, la commune de Contrexéville a acté la reprise de la compétence tourisme. Par délibération du 21 septembre 2022, la commune a ensuite choisi de mettre en place un nouvel outil afin d'exercer sa compétence en décidant la création de la SPL Contrexéville Tourisme à compter du 1er janvier 2023. À titre d'information, l'AG constitutive a eu lieu le 1er décembre 2022. La commune de Contrexéville souhaite donc quitter la SPL Destination Vitelle Contrexéville. Compte tenu du projet de la sortie de la ville de Contrexéville de la SPL Destination Vitelle Contrexéville, un arrêté des comptes a été établi au 30 septembre 2022, faisant apparaître des capitaux propres de 86 969 € pour un capital social de 300 000 €. Cependant, les prévisions de résultats à fin décembre 2022, compte tenu de la saisonnalité des activités, tendent à obtenir des capitaux propres inférieurs à ceux constatés à fin septembre 2022. Afin d'assainir la situation, il est proposé de réduire le capital social d'un montant de 263 000 € par résorption à due concurrence des pertes, le ramenant ainsi de 300 000 € à 37 000 €. Cette réduction sera réalisée par voie de réduction de 87,67 € de la valeur nominale de chaque action, qui passerait de 100 € à 12,33 €. Parallèlement, il est proposé que la ville de Vittel, qui s'est portée candidate, procède au rachat de la totalité des actions détenues par la ville de Contrexéville, ainsi qu'une partie des actions détenues par la communauté de communes Terre d'Eau. Les cessions projetées portent sur 400 actions détenues par la ville de Contrexéville et 1990 actions détenues par la communauté de communes Terre d'Eau. Il est proposé de valoriser les deux cessions à l'euro symbolique, la communauté de communes ayant investi au capital sur fonds des deux villes et l'apurement des relations financières entre les deux communes étant traité par contrat séparé entre les deux SPL. Le prix de cession considéré pour chacune de ces opérations est par conséquent de 1 €. La ville de Contrexéville cédant toutes ses actions, les élus sont démissionnaires d'office de leur mandat de représentant au conseil d'administration comme à l'assemblée générale de la SPL. Il convient, conformément à l'article 14 des statuts, d'autoriser les dites cessions. Ces opérations seront par ailleurs soumises à l'agrément du conseil d'administration de la SPL et préalablement à l'autorisation des assemblées délibérantes de la ville de Vittel et de la communauté de communes qui se réunissent respectivement le 7 décembre 2022 et le 12 décembre 2022. À l'issue de la modification du capital social et de sa composition, il est proposé de revoir le nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration de la SPL et de la ramener à un nombre compris entre 5 et 15. On peut rajouter, si vous en êtes d'accord, il est proposé 8 administrateurs, dont 1 pour représenter la communauté de communes.
Les statuts de la SPL prochainement rebaptisés Destination Vittel seront corrélativement mis à jour conformément aux propositions ci-dessous. Alors, je vais vous lire les grands chapitres. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, sauf si vous avez des questions. Donc, les modifications corrélatives des statuts vont porter sur la modification des statuts gouvernant la cession d'actions, la modification de l'objet social, la modification de la dénomination sociale, la modification de la composition du conseil d'administration. Donc, comme je l'ai indiqué, on parle de 8 sièges, dont 1 pour la communauté de communes. La modification de la composition du conseil des acteurs du tourisme. La modification statutaire concernant le mandataire. Et la modification corrélative de la charte du contrôle analogue. Vu l'avis de la Commission des finances du 28 novembre 2022, il est proposé par conséquent au Conseil municipal d'approuver la modification du capital social de la SPL Destination Vittel Contrexéville, d'autoriser la réduction du capital de la société à hauteur de 263 000 € et autoriser les représentants de la collectivité à voter en ce sens dans ces instances, d'approuver et autoriser la cession des 400 actions détenues par la commune de Contrexéville au profit de la ville de Vittel, actionnaire, d'approuver et d'autoriser la cession de 1990 actions détenues par la communauté de communes Terre d'Eau au profit de la ville de Vittel, actionnaire, d'approuver le rachat de ces actions par la ville de Vittel au prix de 1 € à préciser par actionnaire, d'autoriser les représentants de la collectivité à valider les cessions liées à la restructuration, d'opérer un transfert de moyens entre les deux SPL et solder leurs relations financières, d'approuver la nouvelle composition du conseil d'administration, d'approuver les modifications statutaires des articles 6, article 14, alinéa 5, article 3, alinéa 8, article 2, alinéa 1, article 16, alinéa 1, article 41, et d'autoriser ses représentants à les adopter, de prendre acte que les élus représentant la commune de Contrexéville au sein des instances de la SPL Destination Vittel Contrex quitteront leur mandat lorsque la cession sera définitivement réalisée, d'autoriser Monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Monsieur Danet a la parole. Une remarque. Bon, après, on est sur la procédure qui continue. Hein. Bon, c'est juridique. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Mais bon, j'aurais juste rappelé, donc c'est vraiment le constat du divorce entre Vittel et Contrexéville. Hein, parce qu'on avait avant une SPL qui associait les deux villes et la commune. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a toujours une SPL, toujours une société. Les missions restent à peu près les mêmes. Hein, on garde la Comcom. La seule différence, c'est que chaque ville exclut l'autre. Donc c'est vraiment une volonté de ne plus travailler ensemble. Vous pourrez me dire l'inverse. Moi, je ne vous crois pas. Et ça, on le voit aussi dans d'autres domaines. Hein. On voit que dans le sport, c'est dur à travailler ensemble. On voit que dans Petite Ville de demain, normalement, c'est quand même, on est les deux villes retenues ensemble. On ne travaille plus du tout ensemble, c'est chacun de son côté. Après, c'est votre choix. C'est un peu étonnant parce que vous êtes même du même bord politique, mais bon, c'est comme ça. Mais moi, je trouve que quand les temps sont durs comme en ce moment, il faut mieux travailler ensemble que chacun pour soi. Après, c'est un constat. Le reste, là, c'est une délibération classique sur les nouvelles formules. Alors moi je vais répondre, c'est pas parce que on a deux SPL distincts qu'on va pas travailler ensemble. On le faisait avant, on va continuer de le faire bien évidemment. On n'est pas du tout fâché avec Vittel, bien au contraire, mais ça va permettre à chacun de reprendre sa communication, de pouvoir travailler. Puis il y a des gros projets sur Vittel, on ne connaît pas la suite non plus, on ne sait pas dans quelle mesure ils vont souhaiter travailler entre eux d'un point de vue touristique. Donc voilà, c'est tout. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler ensemble et qu'on ne s'entend pas. La preuve, enfin, on prend toutes ces délibérations d'un commun accord et on travaille vraiment main dans la main là-dessus. On l'a assez dit tous, le tourisme ici c'est une question de destination, d'ailleurs c'était le nom de la SPL. Donc le touriste ou même le curiste, il ne va pas s'arrêter juste à Contrexéville, il va aller voir ce qui se passe ailleurs et vice-versa. Donc si on monte des projets ensemble, qu'on est dans la même structure, c'est quand même plus facile que si chacun a sa propre structure. Et en plus, là-dedans, ça on sait tous, on exclut aussi la côte commune qui n'était pas très chaude déjà pour s'impliquer. Bah là, on lui donne vraiment
tous les prétextes pour encore moins s'investir. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose d'intercommunal, quoi. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque la communauté de communes a accepté de participer dans les 2 SPL, même si c'est uniquement un siège, peu importe. Après, à nous d'essayer de développer des projets avec la communauté de communes aussi. Et je rappelle que quand vous étiez donc dans la destination Vittel-Contrex, je suis désolée, mais on n'a pas vu d'économie, on n'a pas vu plein de choses, on n'a pas vu de projet réellement commun. Donc, c'est peut-être plus facile. Ça paraît plus facile, mais ce n'est pas forcément le cas. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a deux SPL qu'on ne va pas travailler ensemble. On a chacun besoin des uns des autres. Et je peux préciser aussi qu'avec la communauté de communes, évidemment, il y aura des partenariats qui seront construits pour mener des opérations au nom de la communauté de communes également. Donc c'est un dossier sur lequel on travaille aussi et qui permettra à la communauté de communes de... en tout cas, comprendre comment fonctionne l'Office du tourisme de Contrexéville à travers la SPL pour mener des actions sur l'ensemble du territoire intercommunal. Moi, je me pose un peu une question par rapport à, justement, à la communauté de communes. Si la communauté de communes propose un projet de territoire, ça veut dire que le personnel va avoir beaucoup plus de travail. Comment ce travail va être pris en charge ? La communauté de communes propose un projet, par exemple, un projet touristique sur l'ensemble du territoire, un projet lourd. Qui le prendra en charge et comment ? Eh bien, la communauté de communes passera une commande à la SPL pour monter en tout cas cette opération au compte de la communauté de communes. Donc c'est un contrat qui sera signé avec l'Office du tourisme, les offices du tourisme de Contrexéville comme ceux de Vittel si besoin. Et donc c'est une commande. Avec ce même personnel qui travaille déjà pour Contrex, pourra travailler pour un territoire beaucoup plus large ? Bien sûr. Mais je rappelle quand même que c'est déjà le cas. Enfin, vous croyez qu'on travaille que pour Contrexéville ? Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas eu un projet spécifique de la communauté de communes, une demande spécifique de la communauté de communes. Eh bien, en tout cas... il y en a une qui est dans les tuyaux, et c'est encore prématuré d'en parler, mais le président est tout à fait d'accord pour participer à cette proposition, d'ailleurs que j'ai faite et qu'il a acceptée, mais qui sera validée, je l'espère, par l'ensemble des élus de la communauté de communes. C'est quelque chose qui se passera au cours de l'année 2023. C'était aussi une première étape. C'est aussi un outil, la SPL, qui permet à nos partenaires de passer commande. Évidemment, moyennant finance. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, unanimité. Rapport numéro 4, donc là j'y arrive. La parole est à Jean-Marc Deluz pour les frais de scolarité et la modification du calcul de participation financière des communes extérieures pour la scolarisation des enfants à Contrexéville. Donc le conseil municipal est informé que l'article L212-8 du Code de l'éducation prévoit une répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques entre les communes qui accueillent des élèves domiciliés dans les communes extérieures et les différentes communes concernées. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte du nombre d'élèves de cette commune scolarisée dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base de l'ensemble des dépenses publiques attachées à l'établissement scolaire dans la commune d'accueil. C'est lourd, hein. Je ne sais pas si vous avez tout bien, mais la formulation est très lourde. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Donc voilà, on a planté le cadre. Pour information, pour l'année scolaire 2021-2022, la commune a facturé les frais de scolarité pour 67 enfants domiciliés dans les communes extérieures, ce qui représente 21,6% des élèves inscrits dans les 2 écoles publiques, 310 élèves au total. Le coût moyen par élève pour l'année scolaire 2021-2022, calculé sur la base des dépenses de l'année civile 2021, est de 1 710 €
en maternelle et 720 en élémentaire. Il est rappelé que par délibération du 26 septembre 2018, le Conseil municipal a fixé la contribution facturée aux communes extérieures au tiers du coût moyen par élève, puis, par délibération du 7 avril 2021, le Conseil a décidé de réévaluer cette contribution à la moitié du coût moyen par élève. Le montant refacturé en avril 2022 aux communes concernées pour l'année scolaire 2021-2022 s'est donc élevé à 855 pour un élève scolarisé en maternelle et 360 € pour un élève scolarisé en primaire. L'évaluation du coût par élève en fin octobre 2022 fait état d'une forte augmentation qui ne pouvait être anticipée, du fait notamment des impacts de la crise énergétique sur les dépenses de fonctionnement. L'estimation du coût moyen par élève pour l'année scolaire 2022-2023, calculée sur la base des charges enregistrées à fin 2022, octobre 2022, est évaluée à 2034 € par élève scolarisé en maternelle et 1062 pour un élève scolarisé en élémentaire. Donc, vu l'avis de la Commission des finances réunie le 28 avril 2022, il est donc... Je vous ai dit avril ? Ah, il faisait meilleur qu'aujourd'hui, en avril. Il est proposé au Conseil municipal de modifier les modalités de calcul de la contribution financière demandée aux communes de résidence des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et complémentaires de Contrexéville à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, selon les dispositions suivantes. Fixer la dite contribution financière à 70% du coût moyen par élève. Réviser son montant tacitement chaque année scolaire en fonction de l'évolution du coût moyen par élève. Les communes impactées seront informées du montant facturé en début d'année 2023. Remarque ? Non, ça aussi on en a parlé longuement en commission, hein, ouais. donc on ne va pas refaire le débat. Bon, nous on est plutôt favorable en effet à demander plus aux communes, hein, parce qu'on a vu, hein, le coût c'est élevé. Par contre, on en avait parlé aussi, moi je pense qu'il serait souhaitable d'annoncer aux communes ce qu'on veut faire après, parce que là on passe de 50% à 70%. Est-ce que le but c'est d'arriver à 100%, de monter progressivement? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Moi je pense que ça serait bien, même au niveau de la commune, hein, de savoir aussi les recettes que ça fera, de travailler sur le moyen terme et d'annoncer aux communes donc jusqu'où on veut aller, quoi. Donc la position est tendance claire. Actuelle, elle est quoi? Oui, oui, la tendance actuelle, on a repris donc 20%, hein, on remet à 70%. On ne va pas se voiler la face, hein, on va y aller clairement. Hein, c'est 70 cette année, ça sera 80 l'année prochaine, 90 l'année suivante, et on termine le mandat à 100%. Ce qui donnera une bouffée. Déjà, ce sera un dossier à ne pas traiter pour l'équipe municipale suivante. Donc voilà. Voilà la perspective, la prévision. Voilà, hein, on a des charges aujourd'hui qui sont, hein, on le voit, qui grimpent, qui sont devenues même quasiment difficilement supportables pour la commune seule. Donc il va de soi qu'on répartisse aujourd'hui, on va dire, le coût de ces charges, on va dire, aux communes qui ont, on va dire, leurs enfants sur Contrexéville. Vous aviez amorcé, bonne chose, hein, vous avez amorcé la pompe, hein, on va dire, sous le précédent mandat, donc on va au fond des choses, quoi. Je pense que c'est dans l'ordre des choses que chacun assume en totalité la scolarité de ses enfants, qu'ils soient dans la commune ou à l'extérieur. Maintenant, quelle sera votre politique d'acceptation d'enfants de l'extérieur à venir? Parce qu'on voit que c'est des charges quand même importantes qui pèsent sur Contrexéville jusqu'à maintenant, qui ont pesé et qui pèsent. Donc, quelle sera votre politique en matière d'accueil d'enfants de l'extérieur? Ça va si c'est 100%, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais on sait pertinemment qu'il y a une commune qui ne paye pas, hein, sachant qu'elle dispose de toutes les structures. C'est normal, oui. Oui, donc c'est normal. Et après, la question sera à se poser, est-ce que c'est à la commune de Contrexéville d'assumer la charge? C'est ce que donc ça va être une discussion aussi, voilà, aller au bout des choses sur ce dossier. Exactement. Voilà. Donc la décision, il va falloir... ça sera commission, hein, je pense qu'il va falloir s'organiser une commission affaires scolaires et finances pour bien cadrer les acceptations des enfants ou pas. Voilà. D'autres remarques? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci.
Bien, rapport numéro 5, mission d'assistance conseil pour le suivi du contrat d'affermage des services eau potable et assainissement et transport. La parole est à Madame Johanna Goulin. Il est rappelé que par délibération du 20 octobre 2016, le conseil municipal a décidé de confier à compter du 1er décembre 2016 les affermages des services d'eau potable et d'assainissement collectif, collecte et transport, à la société SOR et a approuvé les contrats de délégation pour chaque service. La commune étant adhérente de l'Agence technique départementale des Vosges, ATD 88, il est proposé de confier à cet organisme une mission d'assistance conseil pour le suivi de chacun de ces contrats, et ce, durant une année. La mission fournie comprend une assistance d'ordre technique, administrative et financière. Elle s'opérerait pour l'exercice 2022. Les conditions techniques et financières de la mission sont identiques à celles proposées en 2021. Le forfait de prestation sur la durée totale de la mission s'élève à 2 400 € hors taxe par contrat. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer avec l'Agence technique départementale des Vosges les conventions relatives à la mission d'assistance conseil concernant le suivi des contrats d'affermage. L'une pour le service public de l'eau potable, l'autre pour le service public d'assainissement collectif dans les conditions définies ci-dessus, et ce pour l'exercice 2022. Monsieur Danet. Ouais, bah là, pour moi, c'est clair, on peut être que contre. Hein. Déjà, on vote pour 2022. Hein. Donc c'est pour l'année actuelle. Donc la mission n'a pas été complètement réalisée. On attend un rapport. C'est chaque année, ils sont en retard. Alors moi j'étais pour se faire assister, mais là on donne 3 000 €, enfin 2 fois, 3 000 pour l'assainissement, 3 000 pour l'eau potable, et la prestation n'est pas effectuée. Donc il n'y a pas à payer. Pour moi c'est très simple. La prestation n'est pas encore formalisée, enfin totalement formalisée. Donc en revanche, on a des informations générales sur le suivi de nos dossiers, avec une délégation de service public qui respecte là totalement les engagements du délégataire. Et donc M. Pereira et l'association, l'ATD, a une surcharge de travail qui est très importante. Et en tout cas, on a la chance d'être accompagné par quelqu'un qui a toutes les compétences pour le faire et qui est en capacité de tenir tête à n'importe quel délégataire. On l'a vu avec la mise en place de pénalités sur les années qui ont précédé. Et là, on a maintenant un fonctionnement et une transparence totale, ce qui me fait dire que les contrats ont été respectés sur cette année 2022 sans aucun débordement ni dérapage. Le contrat avait été respecté, on aurait eu un rapport de présenter au conseil municipal. Moi, je ne remets pas en cause l'agent, il travaille très bien, il est compétent, mais l'agence n'a pas respecté le contrat, c'est tout. Donc là, nous, on est hors délai, on n'a pas eu ce rapport. Donc moi, vous me dites que tout va bien, mais on n'a pas eu ce rapport. Oui. Alors, M. Pereira se propose aussi de venir avant la fin de l'année à la rencontre du conseil municipal et il présentera son rapport. Donc, je procéderai à une invitation qui vous permettra de lui poser toutes les questions pendant cette séance. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passe au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 6, marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux, avenant numéro 3. Donc, je rappelle que lors de la délibération du 6 octobre 2020, par laquelle vous avez autorisé le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché relatif à l'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la commune de Contrexéville avec l'entreprise NJ Solutions, ramenant le montant du marché à 159 578,49 € hors taxe par an, donc moins 0,17%. À compter du 1er août 2019, pour une période de 5 ans ferme et une tranche optionnelle de 2 ans. Je rappelle également la délibération du 21 février 2022, par laquelle le maire a été autorisé à signer l'avenant numéro 2 au même marché, avec pour objet d'intégrer la climatisation, groupe extérieur et cassette plafonnière de l'hôtel de ville installé courant 2020 en P2, P3 et portant le montant du marché à 160 115,49 € hors taxe par an, plus 0,16% à compter du 1er janvier 2022. Il est proposé au conseil municipal de statuer sur un nouvel avenant au marché ayant pour objet
de modifier la formule de révision du prix du marché afin de limiter les hausses induites par la forte variabilité des indices de référence. En effet, le contrat d'achat gaz par la société Engie a pris fin au 30/6/2022, basé sur un contrat PEG, donc, sachant que le PEG équivaut à la moyenne de tous les prix de règlement quotidien des contrats à terme sur le gaz naturel du mois en cours et reflète sa valeur de marché. Ce contrat, donc arrivant à échéance et ne pouvant plus bénéficier de tarifs fixes, Épure, qui est le bureau d'études spécialisé assistant à maîtrise d'ouvrage de la commune, a demandé qu'un nouvel indice, le terme TVD, terme de variable de distribution, soit intégré dans la formule de révision de prix du nouveau contrat d'achat de gaz, permettant ainsi de limiter les hausses. En effet, l'évolution de cet indice est similaire à celui du prix PEG, mais avec une hausse beaucoup plus limitée. Par ailleurs, le décret du 16 décembre 2021, avec les règles du dispositif des certificats d'économie d'énergie, sont modifiées et deviennent applicables aux nouveaux contrats d'exploitation à compter du 1er janvier 2022. Pour les contrats d'exploitation existants, elles ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er janvier, qu'à partir du 1er janvier 2024. Donc, point. Jusqu'au 1er janvier 2024, les exploitants obligés sont exonérés de cette taxe qui est actuellement de 3,81 € le mégawattheure. La formule de révision du prix tiendra compte de cette future taxe, vu le Code général des collectivités, qui prévoit que le conseil municipal est seul compétent pour délibérer en matière de marché. Je reprends ma page. Donc voilà, des marchés publics, et que le maire applique les décisions du conseil municipal et exécute les marchés sous son contrôle. Vu la délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation au maire pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement, notamment pour les marchés des accords cadres et les accords cadres de services d'un montant inférieur à 214 000 € hors taxe, ainsi que les avenants d'un montant inférieur à 5%. Considérant que cette délégation ne peut s'appliquer, le marché initial étant supérieur au seuil rappelé ci-dessus, il s'agit pour le conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 3 au marché relatif à l'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de la commune de Contrexéville avec l'entreprise Engie Solutions telle que présentée en annexe à compter du 1er juillet 2022. Vous avez l'avenant en annexe. Y a-t-il des questions? Monsieur Danet. Non, c'est juste pour bien comprendre, parce que c'est un peu complexe tout ça. Si j'ai bien compris, on a deux augmentations, c'est ça. Une première de 0,16% jusqu'au 1er janvier 2024 et une deuxième de 4,87% après, puisqu'on passera sous les fameux CEE, c'est ça. Alors, parce que moi, quand je prends l'annexe, donc l'avenant numéro 3, il a deux montants. Il y a deux augmentations, une première et en 24, une deuxième. Parce qu'on a un contrat qui a été signé avant 2022, c'est ça? Parce que là, on est aussi sur du rétroactif. Hein. On est sur du rétroactif. Alors moi, je voudrais savoir ce qu'on signe. Pour moi, on signe deux augmentations. Mais je voudrais que vous ce ne sont pas les dernières. Non, mais c'est pas ça. Là. Ma question, c'est est-ce que c'est bien ça qu'on signe? Et est-ce que la deuxième augmentation de quand même 4,87%, on est sur de l'énergie, hein, c'est le débat actuel, on en prend tous les jours. Alors là, on n'est pas sur la fourniture de gaz et d'électricité, on est sur le suivi des installations. C'est pas la même chose et ça augmente moins en pourcentage. Hein, bon. Mais j'aurais bien comprendre, c'est quand même 5%, c'est pas une petite somme, sur presque 167 000 €. On prend 7 000 € de plus. Oui. Est-ce que ça s'applique bien à compter du 1er janvier 2024 ou pas? Parce que moi, je vois deux montants dans l'avenant numéro 3, là, quand on prend l'annexe 1. J'ai passé un bout de temps à essayer de comprendre. On parle de CE, de hors CE, on parle de contrat en cours, mais comme on est sur du rétroactif, le contrat, j'ai bien compris, il est terminé depuis juillet 2022. C'est cela. Mais comme on raisonne au 1er janvier 2021, il est encore en cours. Enfin, expliquez-moi un peu et dites-moi quand est-ce que cet avenant il s'applique. Parce que là, je pense que ça, vous l'avez travaillé, on est sur le dossier clé, l'énergie. Et là, c'est quand même les personnes qui vivent l'énergie. Et c'est quand même eux qui nous fournissent le gaz indirectement. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. On paye le gaz à côté. Ah, c'est ça, oui, tout à fait. Alors l'avenant, il commence quand? Donc, en fait, si je me souviens bien, Agnès, vous allez me corriger, mais vous avez peut-être... Oui.
je vais essayer de répondre le plus simplement possible. Ça n'est pas évident. Et je ne suis pas la technicienne du sujet. Au 1er juillet, effectivement, l'avenant porte sur la révision de la formule de révision, hein, oui. Donc il va intégrer un nouvel indice. Donc l'avenant porte déjà sur ce point à partir du 1er juillet 2022. Je suis d'accord, c'est rétroactif, mais on a eu les informations plus tard qu'au 1er juillet 2022. Et la deuxième, effectivement, modification s'appliquera à partir du 1er janvier 2024. Donc, qui tient compte de l'application de cette nouvelle taxe, dont on rappelle le montant, et donc notre contrat actuel, il augmente depuis le 1er janvier 2021, il augmente de 0,16%, c'est ça? Et en 24, il va augmenter de 4,87%. Parce que si je fais la somme, on arrive... Non, il a augmenté de 0,16% en moyenne. C'est-à-dire que par rapport au prix du marché initial, le deuxième avenant a modifié le montant total de l'annuité à 160 000 €, ça fait plus 0,16%. Non, moi je parle de l'avenant numéro 3. Oui, mais là vous m'avez parlé de plus 0,16%. Oui, parce que le numéro 3, si je prends l'annexe 1, vous pouvez l'afficher, c'est plus 0,16%. Oui, alors ça c'est... Oui, c'est plus 0,16%. Qu'on appliquait déjà à partir de 2022, du 1er janvier, qui était l'avenant numéro 2. Voilà, et en 2024, on va rajouter une augmentation de 4,87%. Oui, qui est liée à l'application de la taxe. C'était ma question. Voilà. Bon. Voilà. Et ma deuxième question, après j'arrêterai, dans l'annexe 2, là, donc c'est un petit peu toutes les installations qui sont suivies par Engie, je vois qu'il y a encore le dojo. Et ça coûte quand même 3 000 €, 3 118. Avant, et puis après un peu plus, puisqu'on passera à l'avenant supérieur. Et pourquoi vous laissez le dojo, puisque je ne pense pas qu'il sera remis en service un jour? Là, le contrat, il commence en juillet, donc depuis juillet, il est fermé. On pourrait le retirer et gagner 3 000 €. Alors, effectivement, le dojo est déjà vide. On a fait donc déplacer tout ce qui est... matériel, notamment pour les pour les didascalies. Donc oui, le dojo est vide et n'est plus chauffé à cette heure-ci. Donc il y a quand même 3 000 € de données à Engie pour suivre le chauffage de ce bâtiment. Et puisqu'on vote un avenant, c'est l'annexe 2 de l'avenant. Annexe 2, avenant numéro 3. Donc puisqu'on vote un avenant, autant profiter pour le retirer, ça nous ferait gagner 3 000 €. Prenez l'annexe. Oui, mais on peut. Après, c'est pas 3 000 € pour juste le dojo. Si. Ancien dojo théâtre, 3 118. Et en 2024, on va même passer un peu plus. 3 200. Moi, je sais pas pourquoi vous laissez les. Après, le reste, bon, la bulle, peut-être qu'elle va revenir. Bon, voilà. Toupie, etc. Là, on a le coût par bâtiment. Alors, donc, moi, je pense que puisqu'on va être un avenant, bah, autant en profiter pour mettre à jour les prestations demandées et on récupère 3 100 €. On va. Prenez annexe 2, annexe 3, il y a toutes les postes. Hein. Non, mais c'est quand même 3 000 €. On est... Non, mais on est d'accord, mais de toute façon, il est toujours... Pas, on verra. Là, on signe un avenant, on s'engage. De toute façon, c'est un document établi à l'année. C'est parce qu'on a pris les décisions, il n'est pas vide depuis 6 mois. Hein. De toute façon, et il n'est pas arrêté depuis 6 mois. On signe un avenant, c'est aussi pour l'avenir. Pourquoi vous le laissez dedans ? Mais on peut... Après, de toute façon, on a des points d'étape avec les personnes qui s'en occupent. Donc oui, enfin, il y a quand même moyen de réajuster. Et de toute façon, on ne va pas payer puisqu'il est fermé que depuis... Enfin, je n'ai plus la date en tête. Je ne sais pas. Si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Donc c'est un peu embêtant. Bien sûr, Monsieur Danet, on attend que vous nous disiez les choses au conseil municipal. Je pense que sur ce point, vous ne l'avez pas vu. Non, mais tout à fait. Ne dites pas l'inverse. Là, pour l'instant, on va payer 3 100 € pour une prestation qui ne sera pas effectuée. Eh bien... Je rajoute ça aux 6 000 de tout à l'heure, on est déjà à 10 000 €. C'est quoi les 6 000 ? Le suivi des missions eau et assainissement. Ah bon bon, bah, comme vous le voulez. On note. Très bien. Je voulais poser une question. Tout n'est pas à la charge de la commune. Dans l'avenant numéro 3, la Poste, par exemple, elle rembourse la commune.
La Oui. toupie aussi Oui. a pris en charge. Oui. Donc là, c'est pas, ça figure comme si c'était la Non, non. commune. Non, non, si vous regardez le tableau, ça ne figure pas. Ah oui. Non. Oui, mais c'est remboursé. Je veux dire, il faut bien que Oui, tout le monde absolument. comprenne que c'est remboursé. Hein. Oui, tout à fait. Et puis je me posais une question sur les logements. Les logements, le chauffage des logements est pris en charge ou c'est les occupants qui prennent en charge le logement? De quel logement? Ben, c'est marqué logement gymnase, Ah, logement complexe sportif. oui. C'est la commune qui paye le Non, gaz et le logement? ce sont des logements pour nécessité de service et il y a un loyer qui est perçu. Eh ben là, on ne parle pas du loyer, on parle d'une charge. Oui, enfin, les charges sont payées par les locataires. Ah oui, donc là, c'est pareil, ça se Oui. déduit. C'est pas la commune qui prend en C'est ça, charge. c'est ça. Ces choses-là, Les parce que charges là, sont- on a l'impression que la commune prend tout en charge. Oui, mais ça vous est remboursé, c'est ce que je voulais dire. Bien. Passe au... Oui. Je voulais dire que à propos du suivi avec Cofeli, par exemple, c'est un suivi d'économie, mais il n'y a aucun travaux d'isolation. Cofeli ne s'occupe que de la consommation. Donc, il y a quand même, si on veut générer des économies, à terme, des travaux d'isolation à prévoir. Je pense au complexe sportif où il n'y a pas d'isolation pratiquement, parce que là, on va continuer à avoir des consommations excessivement importantes, même s'il y a des installations et des chaudières neuves, il y a ces travaux d'isolation. C'est un peu bancal comme contrat Cofeli, parce qu'il change toujours les chaudières pour les avoir de plus en plus performantes, mais il n'y a jamais l'isolation. Alors que ce qui est préconisé, c'est quand même la totalité du problème, isolation plus matériel performant. Alors, bon, Donc, effectivement, le contrat avec Cofeli, c'était la gestion des fluides au nom de la collectivité. Et je rappelle quand même que pendant de très nombreuses années, on avait des réductions de coûts grâce notamment à Cofeli. L'idée, effectivement, vous avez raison tout à fait, pour l'isolation des bâtiments qui, à Contrexéville, n'existe pratiquement pas sur aucun bâtiment. Et nous avons conventionné avec la communauté de communes dans le dispositif Intracting de la Banque des Territoires, qui permet effectivement d'apporter des solutions de financement pour l'isolation de bâtiments. Donc on est inscrit dans ce dispositif et on devrait avoir des rencontres en tout cas plus précises sur ce que nous ferons grâce à ce dispositif. Madame Goulin ? Je voulais juste ajouter qu'on est aussi dans une démarche avec le SDEV, donc le syndicat d'électrification des Vosges, pour la même, enfin pas pour la même prestation justement, mais pour une prestation complémentaire pour les diagnostics des bâtiments, et pas seulement des bâtiments, de toutes les consommations d'énergie, pour justement arriver à tout ce qui est économie et isolation. Et je voulais ajouter aussi que dans le cadre du contrat avec Cofeli, on a également un suivi et des recommandations en termes d'économie d'énergie et de gestion des bâtiments pour être au plus près, notamment dans le contexte actuel. Oui, mais on sait bien que sans isolation, on a des limites, on est très très limité. Hein. C'est ça. C'est ce que je voulais quand même. Là, les passoires thermiques, on est en plein dedans. Hein. Je voulais dire que le suivi avait déjà été initié avec l'ALEC, avec l'Agence locale pour les économies d'énergie, où on avait fait tout un travail et tout un inventaire, en pointant justement, il y avait la Poste en premier lieu, qui était vraiment une énorme consommation, et qu'on avait déjà fait un travail important à ce sujet. Qui n'a pas été suivi d'effet. L'ALEC, il y a eu un travail important. Le suivi devait être pris en charge par un agent municipal annuellement. Voilà. Et l'ALEC est intervenu à Contrexéville à titre vraiment préférentiel. Mais après, pour intervenir, il fallait que la communauté de communes adhère à l'Agence locale pour les économies d'énergie, ce qu'elle n'a pas fait. Donc l'ALEC n'a pas pu continuer à intervenir sur Contrexéville. C'est bien dommage, mais la communauté de communes n'avait pas voulu prendre en charge ce travail autour des économies d'énergie.
Donc on reprend les dossiers, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux priorités 2023. Hein. Hein, les priorités, ça va être tout ça, hein, ça va être les économies d'électricité, de gaz et économies d'eau. Ça passe naturellement par, on va dire, l'isolation du bâtiment. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ça va prendre plus de temps maintenant que ça n'en aurait pris dans les 10 années précédentes où il y avait encore des budgets, des crédits et des subventions à l'époque allouées pour tout ça. Donc on repart quasiment, je ne veux pas dire qu'on repart de zéro, mais on repart de zéro sur ces dossiers-là, et en espérant que le niveau de subventionnement soit aussi important que ce qu'on aurait pu obtenir les années précédentes. Toute l'isolation de l'école maternelle a écoulé aussi de ce dossier. Hein. Bien sûr. Il y en a eu d'autres. Hein. On est d'accord. Il n'y a pas eu rien de fait. Voilà. Non, je ne parle pas du travail qui a été fait, parce que des dossiers, des études, on peut en faire tant qu'on veut, mais dès le moment où ça reste au stade d'études, on va dire ça sert à rien. Quoi. La phase de travaux n'a pas été enclenchée. Aujourd'hui, on va reprendre. À la maternelle et dans d'autres lieux. Aujourd'hui, on a quand même le complexe sportif, hein, vous disiez, hein, c'est vrai, un bâtiment important. On a repris. Aujourd'hui, même le gymnase, mais c'est une passoire thermique monumentale. Donc c'est tous des dossiers, même la MCL, hein, c'est tous des dossiers qu'il faut reprendre en compte. Et ça prendra, comme je vous dis, sûrement plus de temps que ça n'aurait pris à l'époque où on était large. Quoi. Nous avons travaillé pendant une année avec un architecte et des thermiciens sur l'espace Chédid. Malheureusement, on n'avait pas suffisamment de financement pour enclencher. Donc voilà, mais je ne peux pas dire que nous n'avons pas travaillé là-dessus. Je ne remets pas en cause. Un an de travail. Hein. Je remets pas en cause le travail qui a été fait sur les passoires thermiques, mais le seul problème, c'est que voilà, c'est du travail qui a été fait, et aujourd'hui, c'est resté, on va dire, un peu lettre morte dans la suite, quoi. Mais les finances, c'était totalement impossible de financer. Oui, parce que déjà à partir de 2018, vous avez commencé à avoir des problèmes de financement, donc c'est sûr que ça ne pouvait pas avancer. En arrivant, nous avons eu des problèmes de financement. Donc voilà, ne nous demandez pas de faire en 2 ans ce qui n'avait pas été fait dans les 10 années précédentes. On va le faire, on va le reprendre en compte, gentiment, calmement, on va rediscuter tout ça, refaire tout ça, mais ça prendra plus de temps. Voilà. Oh, je voudrais effectivement confirmer ce que disait Madame Jaworski. Pour l'espace Chédid, nous avions un dossier qui était très bien monté, qui était bien financé. L'État nous avait garanti, nous avait annoncé et garanti une subvention à hauteur de 240 000 €, je crois, et qui s'est transformée à la fin en 45 000 €. Donc effectivement, c'était aussi le blocage, parce que sinon le projet aurait pu se dérouler à l'époque. Maintenant, on ne refait pas l'histoire, il faut repartir sur les bases que nous avons actuellement, avec les contraintes qu'on connaît, encore différentes cette fois-ci, avec le coût exorbitant de l'énergie. Eh bien, il faut simplement travailler sur le sujet et avancer. Alors, on avancera peut-être moins vite, mais le but est d'y aller. Et donc, je pense que les différentes études menées que ce soit par le SDEV ou par la Banque des Territoires, vont nous donner aussi les priorités à mettre en place, et nous permettront aussi, notamment pour la Banque des Territoires, d'avoir des financements qui soient compatibles et absorbables par le budget de la collectivité. S'il n'y a plus d'intervenants, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Je vous remercie. Rapport numéro 7, création d'un service public de fourrière pour automobiles, convention entre la commune et une entreprise de transport agréée. Donc, au terme de l'article du Code de la route, le maire a la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles relevant de son autorité. Si des véhicules se trouvent sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, le Code de la route leur est applicable. Parmi les cas d'infraction prévus par lui et justifiant le recours à la procédure de mise en fourrière figure le stationnement abusif, défini à l'article du Code de la route comme le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de 7 jours. Le maire, s'il souhaite assurer un enlèvement rapide de ces véhicules, peut créer un service public local de fourrière sur le fondement des articles du même code. Il lui appartient alors d'indemniser les professionnels auxquels il fait appel lorsque les propriétaires de ces véhicules sont défaillants. Afin de contribuer à la sécurité des habitants, préserver l'environnement et, si nécessaire, assurer la sécurisation des manifestations, il est proposé qu'un service de fourrière automobile soit créé sur le territoire de la commune.
L'installation sera située dans l'enceinte du centre technique municipal fermé et sous vidéosurveillance. La gestion de la fourrière sera assurée par le responsable de la police municipale. Après agrément préfectoral, les conditions de fonctionnement du service seront fixées par arrêté municipal et il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur le principe de création d'une fourrière automobile sur le territoire de la commune et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir entre la commune et le garage Agri-Pneus de Contrexéville, ayant pour objet le transport et la mise en fourrière des véhicules en infraction selon les dispositions présentées dans le document annexé. Je précise juste que sur Contrexéville, on a pratiquement en permanence entre 10 et 12 voitures plus que ventouses qui ne bougent pas. Pour certaines, il y a de l'herbe qui pousse dans le cockpit, enfin dans l'habitacle, et que jusqu'à présent, on n'avait pas de possibilité de procéder à des enlèvements sans cette convention. Et c'est désormais fait. Donc, évidemment, il y a des conditions financières puisque le garage facturera une prestation qui sera donc facturée au propriétaire du véhicule et que les jours de fourrière seront également payants. Et si au bout d'un certain nombre de jours, pas de réponse à toutes les mises en demeure, qu'elles soient avant l'enlèvement ou après, il n'y a pas de réaction, ce véhicule partira à la destruction. Et je crois que j'ai eu beaucoup de Contrexévillois qui m'ont sollicité pour me signaler ce type de véhicule. Et donc, je pense qu'on réglera un problème important de la collectivité. Donc, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Pardon, oui. En effet, c'est une bonne chose. Je pense que c'est bien de la créer. Je pense que ça va vite servir. Oui. Très bien. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 8, il s'agit du SDANC. C'est un rapport qu'on a tous les mois avec des demandes d'adhésion ou de retrait de collectivités de ce syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif. Donc nous avons une demande d'adhésion pour la commune de Gérardmer, et Longchamp-sous-Châtenois et Darnay-aux-Chênes. Demande d'adhésion à la compétence à la carte numéro 1 à Attigny et une demande d'adhésion à la compétence à la carte numéro 2 pour Attigny toujours, et la demande du retrait du SIEA des côtes de la RUP. Voilà, donc il appartient... Pardon. Ah oui, Gérardmer, Domartin, Les Remiremont et Frein. Donc ça c'est pour les adhésions à la compétence à la carte numéro 2, entretien. Donc il appartient au conseil municipal d'émettre un avis en ce qui regarde les adhésions et les retraits des collectivités subvisées. Y a-t-il des demandes d'intervention? Sinon, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Le rapport numéro 9 concerne les avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordés par la mairie pour l'année 2023. C'est la saison, comme tous les ans. Nous avons le centre Leclerc qui demande l'ouverture exceptionnelle de dimanche. Donc, il s'agit... des dates du 10, 17, 24 et 31 décembre jusqu'à 18h. Et je rappelle que ce dispositif s'applique à tous les commerces qui ont le même objet, donc tous les commerçants qui font de l'épicerie ou des ventes de ce type-là sont concernés par le dispositif et peuvent évidemment l'appliquer s'ils le souhaitent. Donc il s'agit pour le conseil municipal d'émettre un avis sur l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune où le repos a normalement lieu le dimanche pour l'année 2023, tel que présenté ci-dessus, avec les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés, sur décision du maire par arrêté municipal. Et donc il s'agit également d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Madame Jaworski a quitté la salle, mais évidemment, c'est Monsieur Danet qui a sa procuration. Y a-t-il... D'accord, ok. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Donc, Madame Jaworski. Qui s'abstient?
Merci. Rapport numéro 10, non, ça on l'a fait, le 11 également. Et j'arrive à la suite et à la fin. Rapport numéro 12, décision prise par le maire dans le cadre de la délégation générale, avec les déclarations de l'aliéné, les bons de commande avec les décisions du maire, les marchés à procédure adaptée et les avenants. Donc, y a-t-il des questions? Monsieur Danet. J'ai une question, c'est sur la mission d'accompagnement du casino, du contrat de concession du casino. Donc c'est 6 000 € hors taxe pour la première année, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc il y a une partie mise en place des outils et une partie suivi assistance. Alors, ça consiste en quoi les outils qui seront mis en place? Et je voudrais savoir, la deuxième année, il y aura une assistance ou pas? Alors, elle coûtera moins cher, je pense. Alors en réalité, il s'agit d'avoir une première année d'assistance parce que, vous le savez, ce sont des dossiers qui sont extrêmement complexes. Notre assistant maîtrise d'ouvrage nous a proposé effectivement d'assumer cette mission pendant 1 an et de préparer des outils de contrôle qui pourront être menés par les services de la collectivité sans refaire appel à cette AMO pour la suite des années, pour les années à venir. Donc des outils qui seront faciles à mettre en œuvre et qui nous permettront de contrôler tous les paramètres, en tout cas, du contrat de délégation de service public. C'est quoi? C'est un logiciel, non? C'est ça, avec des tableurs? Des tableurs, oui. Et donc après, on ne paye plus rien en 2020? Non, le but n'est pas là. Mise en place. Okay. D'autres questions? Il n'y en a pas. Donc nous arrivons au bout de l'ordre du jour. Donc je vais simplement, j'ai été destinataire de questions écrites que je vais reprendre. Donc Monsieur Danet nous a fait parvenir ces questions. Première question, contacté par des chasseurs au sujet du renouvellement des baux, c'est Monsieur Danet qui s'exprime, des baux de chasse communaux, nous vous demandons des informations suivantes. Pourquoi ne procédez-vous pas à par adjudication qui permet avec transparence, mise en concurrence et cahier des charges de retenir l'offre la mieux disante? En cas de plusieurs candidatures pour un même lot, donnerez-vous une priorité aux associations contrexévilloises qui, outre le fait de contenir des contribuables de la commune, peuvent être, par leur proximité, des acteurs de la gestion de la forêt? La réponse. Le bail de location amiable avec la Société des chasseurs au bois de Contrexéville arrive à son terme le 30 juin 2023 et doit être renouvelé. Un travail a été effectué au préalable avec les services de l'ONF afin de faire un point sur la situation et d'envisager l'avenir. Le bail de chasse sera proposé pour une durée plus courte, 3 ans au lieu de 12. Le montant du loyer sera reconduit au même niveau avec les augmentations habituelles annuelles. J'ai rencontré en priorité la Société des chasseurs au bois qui m'a informé qu'elle souhaitait libérer un lot ainsi que plusieurs sociétés de chasse du secteur qui s'étaient manifestées. Un accord a été trouvé pour une répartition du périmètre en 2 lots. Un lot pour la Société de chasse de Contrexéville qui reste prioritaire et qui a respecté la réalisation du plan de chasse prévu dans le précédent bail. Un lot pour la Société de chasse du Framont qui bénéficie d'un bail sur le secteur limitrophe. L'Association des chasseurs en plaine de Contrexéville qui bénéficie d'un bail en cours sur des parcelles non boisées, m'a contacté ultérieurement. Cette association pourra se porter candidate lors du renouvellement du bail dans 3 ans. Le conseil municipal m'ayant donné délégation pour la location et du louage de choses inférieures à 12 ans, je communiquerai au conseil municipal ma décision une fois les baux conclus. Question numéro 2. La commune de Contrexéville est membre et actrice d'une association créée début 2021 pour la gestion et la préservation des ressources en eau. Depuis, quelles actions ont été menées par cette association? Alors, la question est un peu ambiguë parce que dans la première partie, ne procédez-vous pas par adjudication et ensuite, pourquoi ne donnez-vous pas la priorité aux associations contrexévilloises? Donc, pour la procédure par adjudication, je n'ai pas souhaité utiliser ce dispositif.
parce qu'il y a un certain nombre de retours sur l'ensemble du département qui démontrent lorsqu'il y a adjudication, il y a des dérives, en tout cas, qui sont constatées, et que peut-être à la fin du contrat, on ne retrouve peut-être pas la même qualité, en tout cas en termes de gibier et peut-être d'entretien des bois qui sont assurés de façon quand même sérieuse par les associations locales, plus locales. Voilà, donc deuxième question, la commune de Contrexéville, donc je l'ai dit, est membre actrice de cette association. Quelles actions ont été menées par cette association ? Conformément à ses statuts, l'association coordonne plusieurs réflexions. Dans le cadre des opérations préalables à l'élaboration du premier contrat CTEC 2021-2023, l'association a confié à la ville de Vittel le suivi de la réalisation d'une étude portant sur l'une des potentielles interconnexions de secours à réaliser pour rationaliser les prélèvements en eau publique et du périmètre, et notamment entre les communes de Vittel et de Contrexéville. Deuxièmement, la substitution de forages existants puisant dans le gîte C de la ville de Vittel par la rétrocession de certains forages de la société Nestlé Waters du gîte B, compte tenu de l'obsolescence de certains des forages en eau potable de la commune. Cette étude complète les actions déjà engagées par les membres de l'association portant sur la rationalisation des prélèvements d'eau publique, notamment par l'amélioration des rendements de réseau et les économies d'eau. L'association participe au comité de suivi qui est chargé, à l'échelle de son territoire d'action, de l'élaboration du CTEC avec l'État, l'Agence de l'eau, le Conseil départemental et le Conseil régional. La rédaction de ce CTEC 2021-2023 est actuellement en cours. Question numéro 3. En 2021, Contrexéville a signé avec le département une convention de cofinancement de l'étude d'avant-projet Voie douce Vittel-Contrexéville, afin de chiffrer et de proposer des solutions techniques. Où en est ce projet ? Réponse. Ce projet commun entre les deux villes fait partie des opérations inscrites au plan d'action de l'étude de revitalisation Centre-Bourg. Il était identifié comme prioritaire dans le pacte territorial de relance et de la transition écologique, PRTE, en cours d'élaboration. L'étude de préfaisabilité cofinancée à 80% par le département a été présentée au comité de pilotage en avril 2022. Plusieurs scénarios ont été proposés. L'arrivée du nouveau chargé de mission Centre-Bourg au 1er novembre 2022 a permis de relancer ce dossier. Le travail porte aujourd'hui sur le choix des tracés et des aménagements, l'identification et la mobilisation des financements, la répartition des charges entre les collectivités, le planning prévisionnel de réalisation de l'opération, en accord avec la communauté de communes, à qui la compétence mobilité a été transférée par arrêté préfectoral du 30 juin 2021, cette opération sera portée par l'EPCI. Ainsi, l'opération bénéficiera de financements pouvant potentiellement être majorés. Les deux villes financeront le reste à charge par voie de fonds de concours et selon une clé de répartition restant à définir. La commission Centre-Bourg sera prochainement informée de l'avancée de ce dossier. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Question numéro 4. En novembre 2021, un poste de technicien territorial a été créé pour la mise en œuvre du plan communal pluriannuel d'investissement et du programme d'investissement lié au contrat de territoire eau et climat. Le recrutement a-t-il eu lieu ? Oui, le recrutement a eu lieu. Je vais quand même approfondir mon propos. Donc, ce technicien suit des missions très particulières, suivi des chantiers inscrits au plan pluriannuel d'investissement. Exemple, rénovation du pont de la gare, aménagement parvis de la gare, requalification de la rue du 11 septembre, suivi des mesures d'économie d'énergie mises en œuvre pour le patrimoine communal, participation à l'élaboration du plan d'action à inscrire au contrat de territoire eau climat en collaboration avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse, entre autres. Voilà ce que je peux vous donner comme information et comme réponse. Et j'ai deux informations diverses pour votre connaissance. Le prochain magazine municipal paraîtra début janvier et proposera notamment un point sur les travaux en cours. Deuxième information, afin d'assurer une prise en charge efficace des doléances des Contrexévillois ou de nos visiteurs, il est rappelé que tout signalement d'incident de panne ou de casse sur le patrimoine communal
doit être effectuée à l'accueil de la mairie via le site internet ou la page Facebook de la commune et la réactivité pourra en être d'autant plus efficace. Voilà ce que je souhaitais vous dire. L'ordre du jour étant épuisé, eh bien, je vous remercie et je déclare la séance levée. Merci à tous.